Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que, oui, comme moi, vous voyez que le soleil commence à apparaître plus vite. Il commence en plus à voir... Il y a fait de fête, mais tranquillement, ça commence à être mieux. On se prépare déjà, comme vous savez, à plein d'événements, à plein d'une tournée, la tournée Tattoo Tour. On se promène aussi à faire deux événements qui s'en viennent pour deux brasseries qu'on aime beaucoup. Cette année, célèbre le 15e et 10e anniversaire. On va vous raconter plus là-dessus. Puis, bien sûr, ce podcast est commandité par nos amis de Inomalt. Inomalt, c'est du malt québécois pour les brasseurs puis les stillateurs. Si vous avez des questions, à la inomalt.ca, du malt fait au Québec. Puis bien sûr, si vous êtes un brasseur ou un distillateur, Inomalt, à chaque mois, vous invite à visiter la malterie avec Encore. Très belle visite, vous mangez, vous buvez, puis après vous découvrez quelque chose d'impressionnant ici au Québec. Aujourd'hui, on commence à parler avec la gamme de la microbrasserie des Aldes. J'espère que je dis bien le nom. C'est une brasserie que ça fait 2 ans qu'on se gosse pour l'entrevue, tout ça, on se voit des courriels, ça ne marche pas. Enfin, je les ai, enfin, les deux. Puis c'est une brasserie qui était Tit for Mine. Honnêtement, je n'ai jamais été là-bas. Puis cet été, on va essayer de faire un tour comme notre tournée de microbrasserie. Puis, une microbrasserie que depuis tout le temps, depuis l'installation d'eux autres, ils sont vraiment pris le Tit for Mine en cœur, eux autres. Le monde qui vont là-bas, ils apprécient le côté communautaire, le côté des bières bien faites. Puis c'est pas du monde flash partout qui vont, tu sais, comme, hey, man, on est les meilleures bières du monde. Les autres, ce qu'ils disent, man, c'est une microbrasserie du coin, pour le monde du coin, puis bien faites les bières. Puis à chaque fois que j'en parle d'eux autres, c'est du monde bien sympathique, les bières sont bien faites. C'est mieux dans un moment où on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis c'est une gang que je savais, écoute, ça fait longtemps que je voulais parler avec eux autres. So, salut Mathieu, puis salut Sophie, ça va bien? Yes, salut Léo. Excellent. Comme je disais au début, vous êtes une brasserie avec qui j'ai soit parlé avec du monde ou des lecteurs, nous autres, puis ils me disent, vous n'êtes pas une brasserie flashy. Comme je dis, c'est bon, moi je ne suis pas flashy. J'ai ma barbe blanche, pas plus flash que ça. Mais tout le monde me dit souvent que vous êtes du monde avec une bière qui est tout le temps très honnête, très bien faite tout le temps. C'est une place quand on va là chez vous, on tripe d'aller chez vous, puis on retourne. Même si c'est à Montréal, tu vas à la Tête for Mine, ou à Laval, tu vas à la Tête for Mine. Vous avez vraiment mis le coin en avant, c'est vraiment bien. Puis, pour comprendre un petit peu votre philosophie, un petit peu comprendre un petit peu tout ce que vous faites dans l'arrière de ça, puis votre philosophie de bière, puis comment ça a été lancé, votre brasserie, tout ça. Pour nous parler un petit peu de votre pedigree, on peut commencer par Sophie vers Mathieu. Parler un petit peu de comment ça a été votre microbrasserie, d'où vient l'idée, puis c'est quoi votre philosophie derrière de la microbrasserie? Ah, tu veux commencer, ça? Oui, ben c'est ça. Ben, dans le fond, nous autres, ça fait 5 ans qu'on a ouvert ça à Thetford. Puis vraiment, je suis content de comment tu l'as décrit parce que c'est exactement ça. Là. Nous autres, on voulait qu'il se passe de quoi de plus dans notre région. Il y avait déjà d'autres personnes qui avaient parlé de démarrer des projets dans le coin avant. On les avait offert notre aide, mais ça n'allait pas assez vite à notre goût. Fait que maintenant, on voulait que ça bouge. On a démarré notre projet. Puis comme tu dis, c'est vraiment nous autres des bières qui sont brassées pour les gens d'ici. On est content que ça attire des gens de l'extérieur qui viennent nous découvrir, qui viennent visiter notre région en même temps. Mais le but, là, à base, c'est vraiment là, de faire bouger Thetford, de faire en sorte qu'il se passe des activités ici. La bière, on adore ça, mais on trouve que c'est vraiment un beau prétexte pour générer des activités, organiser un festival, organiser des soirées d'humour chez nous, des spectacles de musique, puis vraiment de faire bouger notre coin un peu avec ça. C'est quoi votre philosophie brassicole à vous autres? C'est quoi comment vous avez commencé à brasser la bière? C'est sûr, comme vous dites au début, vous avez ouvert une brasserie, vous voulez que le monde soit chez vous, comme dit, vous êtes très occupé. Puis en plus, tu me disais, Mathieu, que cette année, déjà, ça commence à aller vraiment bien déjà. Je pense que vous avez tout le côté stratégique que le monde vienne chez vous, boire de la bière, faire le tour chez vous. Mais c'est quoi votre philosophie? Puis d'où vient l'idée de mettre ça en place? C'est quoi les premières bières que vous avez commencé à goûter? Vous vous êtes dit, écoute, on va se lancer là-dedans, puis le premier brassage, comment ça a été tout ça? Ben vraiment, au départ, nous autres, on brassait de la bière maison déjà depuis quelques années, moi et Sophie. Sophie, dès qu'elle a acheté sa maison, elle voulait avoir un bar dans sa maison. Fait que, tu sais, tu as travaillé dans les bars toute ta vie. Fait que là, après ça, nos amis venaient à la maison, on faisait des soirées qu'on leur faisait déguster les produits qu'on avait brassés. Les gens aimaient ça. Puis
Il nous disait, vous devriez partir une brasserie. Là, on trouvait que c'était un projet qui était un peu fou, là, que c'était peut-être trop gros. Et bien, à force de tous les voyages qu'on fait, on visite toujours d'autres brasseries. Que ce soit en Gaspésie ou dans le Maine, Vermont, qu'on arrivait là-bas, puis les gens disaient ah non, mais vous aimez vraiment ça, la bière, vous connaissez ça, pourquoi vous ne partez pas votre brasserie? Puis là, ben, tranquillement, là, on s'est aligné, on a commencé à monter l'étude de marché, faire le plan d'affaires, puis la population avait soif de ça. Le timing était bon aussi, qu'il y avait. Thetford, avant, c'était une ville qui avait vraiment beaucoup de bars, il y avait beaucoup d'options de places à sortir. Puis, ben, les goûts des gens ont changé un peu, donc ces établissements-là ont tous fermé. Les gens avaient soif pour une place à aller boire de la bonne bière. On le voyait aussi là, avec d'un dépanneur de bière du coin qui avait beaucoup, beaucoup de demandes pour de la bière de microbrasserie. Fait que c'est comme une étape après l'autre, ça s'est enchaîné, puis on a décidé de foncer là, dans ce projet-là, là, il y a 5 ans. C'est quoi vos bières, vous autres, disons, Mathieu? C'est quoi ta première bière que tu as vue, puis ta première bière que tu as commencé à brasser? La microbrasserie, Ben ça, nos premières bières, dans le fond, qu'on a brassées ici, là, ça a été tout au début avec des levures bike parce qu'on voulait y aller avec de quoi d'un peu plus simple. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ça nous limitait un peu, donc on a changé rapidement les styles. Mais moi, les premières bières que j'ai aimées, là, ben, c'est sûr qu'au début, c'était des bières belges parce que c'est ça que les brasseries avaient. Nous autres, on n'est pas loin de Sherbrooke, fait que les bières du Lion d'Or, ça a été les premières aussi qu'on pouvait retrouver par chez nous. Ça a été surtout ça, là. Des bières anglaises, des bières belges, c'était ça nos premiers coups de cœur. Puis, ben, vu qu'on est dans une petite municipalité, on ne pouvait pas se permettre, nous autres, de s'enligner et de dire on va faire uniquement des bières allemandes ou uniquement des bières belges. Ça nous prenait vraiment une variété dans tous les styles. Dans nos 3 premiers brassins qu'on a faits, on avait comme consultant Jean-Philippe Barbeau. Fait qu'il est venu nous aider, puis avec lui, là, on a fait une IPA qui, elle, ça a été vraiment un gros coup de cœur là, pour tous les gens locaux. Puis sinon aussi, dans nos 3 premiers brassins, ben, c'est encore 3 recettes qu'on continue à faire. On avait notre bière rousse, là, une petite irlandaise, Irish Red Ale classique, vraiment pas trop sucrée que les gens adorent par ici. Puis une blanche aux agrumes, là, avec rousse, blanche, IPA, c'est vraiment ça nos 3 plus gros vendeurs. Nous autres, on pensait que vu qu'on était plus en région, ça allait être la bière blonde qui allait être notre gros vendeur, là, petite pale ale vraiment douce. Puis finalement, on est surpris de voir que les gens ils ont soif de découvrir d'autres styles, de goûter d'autres choses. La petite bière blonde, ils la boivent quand ils sont à la maison en écoutant le hockey. Mais là, quand ils sortent ici, ils veulent découvrir des saveurs. Là. quand même. Puis Sophie, toi, c'est quoi tes premières bières que tu as goûté dans la microbrasserie? Puis c'est quoi les premières bières que tu as commencé à brasser chez vous? Ben, on a pas mal tout fait ça en même temps, fait que ça ressemble vraiment à ce que Mathieu a dit. On a tous avait une passion pour la pop-tart au cocombe de Opéra. Ah oui, effectivement. Ouais. J'ai adoré cette bière-là. Le pourquoi qu'on a fait notre bière au cocombe aussi. C'était trop loin, puis elle descendait pas assez vite à mon goût, la pop-tart dans notre coin. Donc, c'est vrai, il y a 5 ans, ça, c'est difficile à voir d'opéra, c'est vrai, tu as raison, c'est ça. Depuis 5 ans, vous avez mis la brasserie en pause, vous avez la brasserie à sortir. Comme je dis au début, il y a beaucoup de monde qui m'en parle de vous autres. Vous avez vraiment des bonnes bières, honnêtes, au bas, un bon prix, tout le kit. Qu'est-ce qui a changé dans votre business depuis 5 ans? Si on se donne des idées quand on ouvre une brasserie, on se donne des idées, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui a changé dans votre côté business, entrepreneur, tout ça? Ben, au début, déjà, on n'avait pas de salle de spectacle. Puis là, on s'est rendu compte que après le COVID, parce que nous autres, on était censé ouvrir le 13 mars 2020. Puis le 16 mars, tout a fermé le 13. Fait que là, après ça, quand on a réouvert, ben, il a fallu adapter un peu le plan d'affaires parce que les habitudes des gens avaient changé vraiment. On s'est rendu compte que si on ne faisait pas d'événement, même un tout petit événement, ben c'était dur de convaincre les gens de recommencer à sortir. Fait que la salle de spectacle, ça s'est imposé d'avoir un lieu de rassemblement. Organiser des soirées de jeux de société, ça peut être aussi simple que ça, mais ça a amené les gens à sortir plus. Fait que ça, c'est quelque chose qui a changé vraiment. Au départ, on n'avait pas prévu faire autant d'événements et d'activités. Puis là, ben, maintenant, on se rend compte qu'il faut en organiser à toutes les semaines. Puis ça, c'est vraiment plus la tâche à Sophie. Là. Puis Sophie, tu vois ça comment? Parce que peu importe l'événement, les gens embarquent. Là, donc, c'est vraiment plaisant. On fait des affaires plus flyées. On a déjà eu une soirée de 8
Les gens ont embarqué, c'était le fun. On fait un souper de Saint-Valentin, puis la salle est toute petite, mais tout le temps pleine. Mais je vois le petit cœur en arrière, vous allez faire quelque chose pour Saint-Valentin. Oui! C'est déjà ça. Mais toi, Sophie, quand tu as commencé, bien sûr, excuse-moi, quand tu as commencé à parler de la brasserie, faire des événements comme ça, comment tu penses à tes événements? Est-ce que vous avez en plus un petit festival? Petit festival, c'est quand même un bon festival avec beaucoup de brasseries dans le coin. Mais comment tu penses à toi quand tu fais ton marketing? Ou est-ce que les bières suivent ton événement ou l'événement est séparé des bières? Comment ça fonctionne chez vous quand tu commences à faire des événements? Ben souvent, on essaie de faire fitter ça ensemble. Là, quand c'est la Sainte-Pat, j'essaie d'avoir de la bière verte. Quand on fait notre spécial cabane à sucre, on a notre bière au sirop d'érable. L'été, ben là, quand on fait notre festival, on a toutes nos bières un peu plus festives qu'on a. Là, pour la Saint-Valentin, j'ai pas vraiment de spécial. On pourrait faire une bière rouge, ça pourrait être cool. Pas de bière de sparkling dedans, de faire weird comme ça dans le temps. Il y a ça pourrait être bon, ça. Ouais. C'est vraiment, c'est que ton événement, il n'est pas dédié pour la bière, c'est vraiment l'événement en soi, le marketing qui va avec ça. Ça dépend, c'est long, comme dit Saint-Patrick, tout ça, mais en général, la bière, il n'y a aucun rapport de la bière avec l'événement, c'est vraiment l'événement que tu fais, c'est ça? Oui, exact. Puis qu'est-ce qui pointe le plus dans l'événement? Parce que la raison que je parle d'événement, parce que j'ai beaucoup de brasseurs qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire les autres. Est-ce que tu fais beaucoup plus des événements de. C'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, les dégustations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements de hockey? C'est quoi les événements qui pointent le plus chez vous? Les quiz. Les quiz, oui. Les quiz, on fait des quiz à tous les mercredis, puis c'est toujours plein. Tu sais, moi, tous les événements que je fais, j'essaie d'y aller avec selon les fêtes ou selon. Je suis très à l'écoute. Les huîtres, c'est quelqu'un qui nous a dit hey, on n'a plus de soirée d'huîtres en ville, c'est vraiment en poche. Fait que nous autres, on a trouvé une gang au IGA qui faisait ça. Fait qu'on les a fait venir de Montréal, puis on a eu ces projets 8. Ils sont descendus, ça a été magique. C'est ça, ça dépend tout le temps. Comme une histoire de feeling ou du monde qui m'arrive qui dit hey, ça nous tente de faire ça. Puis je fais OK. Il y a des gens qui font une fois par mois la peinture, le split. Plus en direct, on l'avait. Oui, des ateliers de peinture, puis ils m'ont juste dit on peut-tu faire ça là? Fait que j'ai dit OK, fait que dans leur billet, ben moi j'offre une bière, tu sais. Fait que ils foulent la place, puis ils sont une vingtaine à peinturer une fois par mois dans la salle. Donc ça, c'est très cool aussi. Thetford-Mines, quelle sorte de clientèle qu'il y a à Thetford-Mines? Parce que moi, je ne connais pas vraiment ce coin-là. Est-ce que c'est un coin vraiment, c'est des jeunes couples, des jeunes familles, des moins jeunes? Vous êtes quand même dans un coin intéressant. Il y a beaucoup d'autres qui passent dans ce coin-là. C'est comment votre coin socio-économique, disons? Ben, on a vraiment de tout. Parce que l'été, on est vraiment touristique à cause des lacs et des montagnes. Ouais. Donc, on a beaucoup de touristes. Puis, sinon, vraiment, c'est super partagé. Là. On a un super beau 4 à 7, mes piliers qui sont là à tous les jours. Puis après ça, la fin de semaine, on voit des nouveaux visages. Il y a beaucoup de familles parce que Sophie, elle aime bien gros mettre des efforts sur la décoration de la place, avoir des jeux de société. Il y a des petits dinosaures partout. Fait que les enfants, souvent, demandent à leurs parents hein, on peut-tu aller au restaurant de la bière? Puis là, les parents sont contents, genre, oh, ils veulent aller à la brasserie. Fait que c'est les enfants qui demandent à leurs parents de venir. Fait que côté jeune famille, là, ça, on en a beaucoup, c'est le fun. Puis, tu sais, Thetford, c'était une région à cause que quand les mines ont fermé, c'est devenu une région vieillissante. Mais là, tranquillement, il y a plein de gens de plus de notre âge ou plus jeunes encore qui reviennent dans le coin s'installer parce que les maisons sont abordables. Fait que là, on a beaucoup de jeunes familles qui viennent. Puis le fait que Sophie, elle a 20 ans d'expérience dans les bars, ben, elle a des clients réguliers qui l'ont suivi dans toutes les places où elle a travaillé avant. Puis qu'eux autres, ben, ils ont eu à découvrir un peu la microbrasserie. Puis que là, ben, maintenant, c'est les bières qu'ils aiment. Fait qu'on en a de tous les âges là, à brasserie. C'est ça qu'on trouve le fun. Oui, c'est un bon mix de ça. Côté brasserie, c'est quoi la grosseur de votre brasserie? Vous avez combien de bières des hectolitres par année? Vous avez combien de brassins? Combien de lignes de fût? Tout le côté technique, la sauce que le monde aime ça. Oui, ben on a 4 fermenteurs qu'on fait des batchs d'à peu près 500 litres par batch. Puis on les utilise à pleine capacité. Là. Dès qu'il y en a un qui est vide, la journée où on transfère, on le lave, puis le lendemain, on le remplit. La demande est vraiment là pour nos produits.
OK. Puis combien de lignes vous avez, vous autres, dans votre. Est-ce que vous avez des invités? Est-ce que vous avez d'autres monde qui viennent sans alcool, des trucs comme ça? Comment ça fonctionne, votre bar? Ben, présentement, on a 11 lignes de fût, puis là, dans les prochaines semaines, on va monter à 14. OK. Ça va vraiment nous donner une chance parce qu'on se rend compte que les gens, ils veulent de la variété. Puis ça, on a été surpris de ça, mais les gens, ils veulent absolument nos produits. On avait beaucoup de lignes invitées au départ des brasseries autour qu'on adore, qu'on était fiers d'avoir de leurs produits. Puis on se disait, hey, wow, ça, c'est des produits d'exception, les gens vont être contents. Puis les gens disaient, ouais, c'est bon, mais nous autres, on veut boire votre bière quand on vient ici. Fait que là, ben, en canette, on va en tenir un peu de d'autres brasseries. Puis tu l'as mentionné, le sans-alcool, là, ça, la demande est vraiment là. Parce qu'on a des gens qui vont venir consommer une ou deux bières, puis après, ils veulent rester, ben là, ils vont prendre une sans-alcool. Ou même des gens qui ont décidé qu'ils ne consommaient plus d'alcool, mais qui viennent quand même pour participer aux activités, sortir avec leurs amis. Ben, eux, ils vont consommer de la sans-alcool. Ça, c'est Sophie qui gère ça, puis on a toujours au moins 8 choix de produits sans alcool, là. Quand même, hein? Est-ce que, Sophie, ce que tu vois de plus en plus en pourcentage, c'est combien sans alcool tu penses? Tu vois les ventes à chaque mois. Comment tu vois le pourcentage en vente sans alcool, puis le côté cocktail, ces affaires-là, versus la bière? Comment tu vois ça, là? Au courant de la dernière année, ça a vraiment monté, là. Surtout maintenant qu'on tient aussi les mocktails, puis Bon. j'ai dû apprendre c'est quoi le monde des sans-alcool, puis pour vrai, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de variétés. Ça aussi, c'est trippant. Puis, tu sais, c'est rendu justement ma gang des quiz, là, on s'entend, c'est le mercredi, là. Ça prend une bière, puis après ça tombe dans les mocktails, puis dans tous les sans-alcool. Fait qu'eux, ils me dirigent vraiment vers, OK, ouais, ceux-là au framboise, c'est vraiment le fun. Ah, ceux-là, ah, ouais, moins. Fait que là, ben, je suis capable de plus me diriger vers ce qu'on tient tout le temps. Puis, comme Mathieu disait, je n'ai souvent le 8 en minimum. Quand même. Il passe tout le temps, là. Côté brasserie, tu sais, comme vous avez des mocktails, tout ça, c'est sûr que ça cannibalise un peu les ventes en arrière de ça. Comment on fait pour balancer tout ça en arrière de ça? Tu sais, tu es content, il y a des clients qui arrivent chez vous, tout ça. Comme brasseur, tu es un brasseur de bière avec de l'alcool. Comment tu fais pour balancer ça au monde? C'est dire, ouais, c'est cool le mocktail parce que ça amène une clientèle. En même temps, tu es un brasseur d'alcool. Comment tu balances tout ça, philosophiquement au côté brasseur, ça? Ben, ce qui est le fun, c'est nous autres, personnellement, les bières qu'on aime le plus boire quand on est à la maison, c'est les bières qu'on brasse ici, puis ça va être des bières qui vont être faibles en alcool. Fait que sans nécessairement offrir juste des produits sans alcool, ben, on va toujours avoir peut-être, mettons, sur 11 lignes, une ou deux bières à 6%, puis toutes les autres bières, ça va être du 3,5, 4, 4,5, fait que des bières plus légères en alcool. Ça, souvent, ça fait un bon compromis, là. Les gens nous le disent, oui, j'aime une bonne grosse stout barriquée à 8%, mais si j'en prends une, ben ça va être la seule que je vais prendre dans ma soirée. Après, il faut que je m'en aille. Tandis que si on leur offre la bière à 3,5% d'alcool, ben ils peuvent en prendre deux ou trois et tirer sur toute la soirée puis être quand même en état de conduire après. Ça, nous autres, vu qu'on est en région, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de métro, ça reste une priorité pour les gens, être en état de conduire. Les gens sont quand même beaucoup plus responsables qu'il y a plusieurs années. Fait ils font attention à ça. Puis nous autres aussi, là, on ne veut pas qu'il arrive rien à nos clients. Fait qu'on leur offre des produits plus légers en alcool, puis ça leur permet d'en boire plus, puis de rester plus longtemps. Parce que, je l'ai dit, là, la bière, c'est juste un prétexte. Nous autres, on est un lieu de rassemblement, c'est une place pour avoir du fun. Si après une bière, les gens, il faut qu'ils s'en aillent, ben, on a moins de fun. C'est sûr, hein? Puis côté, il y a une des affaires intéressantes avec votre brassée, vous n'avez pas des canettes, comme je disais au début, avant l'entrevue. Vous avez quelques canettes que vous brassez ailleurs, tout ça. Vous êtes vraiment dans le fût, dans le keg, chez vous, vous voulez que le monde voit ça. Est-ce que tu vois de plus en plus que les brasseurs s'en vont vers là? C'est la tentation de lancer des canettes tout le temps partout, hein, de moins en moins. Le côté keg, comme tu dis, le côté rassemblement, le monde vient chez vous, consommer chez vous, qui partent avec un growler, avec un keg chez eux, tout ça. Est-ce que tu vois en plus dans des discussions avec des bureaux de brasseurs de la façon de travailler comme ça? Ben oui, parce que quand on parle avec d'autres brasseries qui ont fait le choix de devenir plus gros que nous, ben souvent ils se ramassent à faire pratiquement de la gestion, plus moins que vraiment. Moi, j'ai la chance ici de brasser le produit. Sophie s'occupe du service, on est en contact avec le client direct. Puis le brew-pub, de ne pas avoir à pasteuriser les produits parce que la chaîne de froid n'est jamais brisée.
qu'on a envie d'essayer un nouveau produit, on n'a pas à refaire faire un branding au complet pour une nouvelle étiquette ou quelque chose. On l'essaye, on change le nom, c'est juste, on l'écrit à la craie, un nouveau nom, un nouveau pourcentage d'alcool, puis c'est tout, on l'essaye comme ça. C'est vraiment le fun. Mais quand même, les canettes, ça, je vais laisser Sophie répondre, parce que oui, on fait faire des canettes ailleurs, puis ça a quand même un petit côté pratique là, pour les touristes. Oui, c'est surtout pour le tourisme. OK. Les gens qui viennent, ça a vraiment paru parce que oui, on fait nos growlers, c'est vraiment le fun, mais les gens, c'est comme hey, salut, c'est la première fois qu'on vient ici, t'as combien de bières? Mettons 8, ben j'en veux 8. 8 cruchons, ça le fait pas. Là. Fait que à ce niveau-là, c'est vraiment super le fun. Ou encore là, des gens que ça presse. Là. Si je suis en 4 à 7, c'est le gros rush, j'ai pas le temps de te faire 4 cruchons. Ben oui, j'ai le temps, mais c'est plus long. T'sais. C'est surtout ça. Fait qu'à ce niveau-là, ça, c'est magique. Puis le côté canette, comme tu dis, le côté touristique, ou la vitesse comme ça, whatever marketing, est-ce que vous avez une façon de faire du marketing avec ces canettes-là? Ou c'est vraiment des canettes que vous mettez dans un pack de 6, pack de 8? Est-ce que vous avez un rabais avec ça? Comment ça fonctionne, de ce côté marketing? C'est intéressant. Je ne voyais pas ça comme ça pour une brasserie comme vous autres. Oui, on essaie de pousser le power pack le plus possible. Il est là-dessus notre deal. Sinon, on remplit le frigidaire, puis on est tellement tout petit, on n'a tellement pas que, je l'annonce une fois, puis je n'ai plus. À ce point-là? Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, tu as raison, côté marketing, ça nous aide. On a un festival qu'on organise dans notre cours, mais il y en a un autre aussi que c'est la municipalité qui organise un gros festival de musique, que là, vraiment, toute la population de la région au complet va être là. Ben, on vend nos canettes sur place, puis ça, c'est vraiment le fun de voir tous les gens qui se promènent au centre-ville de Thetford avec notre canette dans les mains. Ça nous fait vraiment un beau coup de publicité, ça nous aide à nous faire connaître versus les premières années qu'on le faisait puis qu'on servait juste du fût. Oui, on avait une meilleure marge de profit en servant les fûts, mais les gens se promenaient avec un verre. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans, de où ça venait. Là, quand les gens se promènent avec la canette, ben, ça nous fait vraiment un petit côté publicité. Là, le marketing est plus intéressant. Est-ce que vous avez un code QR dedans pour que le monde sache visiter un petit peu vos affaires? Vous faites un peu de publicité pour vos canettes? Ou seulement une canette avec votre branding? Non, c'est seulement notre logo. C'est assez petit quand même, la région, que les gens, ils savent. On est les seuls qui brassent à Thetford. Fait que quand ils voient nos canettes, ils savent que ça vient d'ici. Là. C'est con comme nom, mais c'est quoi le nom? D'où vient le nom, Ald? Ald, en fait, c'est le beau nom pour les détritus miniers. C'est les Ald, c'est des dompes de mine, dans le fond. Pour nous autres, on vit là-dedans depuis qu'on est tout petit, on les voit pratiquement plus, mais à la minute qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est comme ah, c'est donc bien beau vos montagnes, c'est quoi ça? Puis nous, on sort on est comme tu parles des tailgates, c'est quoi? C'est donc bien étrange. Puis c'est de là qu'on s'est dit, ça pourrait être le fun d'appeler la micro de même. Puis ça fait parler pour vrai parce qu'il y a plein de monde de Thetford qui nous disent tout le temps, c'est quoi ça? C'est pour ça, c'est notre petit logo avec les petites montagnes. Puis c'est notre chez nous. Là, sans les Aldes, Thetford n'existerait pas, puis nous autres non plus. Ça serait un trou. Il y a plein de trous dans ce coin-là. En 5 ans, vous autres, depuis que vous avez lancé la microbrasserie, vous l'avez lancé pendant la pandémie, tout ça, bien sûr, vous avez vu des changements dans votre vision de ça. Vous voyez où l'industrie brassicole maintenant, depuis 5 ans qui a changé, puis dans les 5 ans qui s'en viennent, vous voyez ça? Comment vous autres, si vous suivez Baron-Mer, vous savez qu'il y a des fermetures, des ouvertures, puis avec ce qui se passe, des gros changements, du monde qui se met ensemble, ça n'aide pas le quotidien. Vous voyez comment vous autres, depuis le début, 5 ans, puis les 5 ans qui s'en viennent pour la microbrasserie au Québec? Ben, moi, je vois quand même une certaine forme de croissance. C'est certain, tu sais, on a des amis qui ont des dépanneurs puis des épiceries. Puis là, on se rend compte que ça, la place sur les tablettes, elle va être plus limitée. Puis surtout, tu sais, depuis quelques années, là, la tendance est vraiment au local. Même si moi, maintenant, je vais en voyage à Gatineau, même s'il y a 6 brasseries de Gatineau, je vais être au dépanneur, je vais vouloir toutes les acheter. Mais par exemple, si je m'en vais en Gaspésie, même s'il y a de la bonne bière de Montréal ou de Québec, je vais être moins tenté de l'acheter là-bas. Je vais attendre quand je vais être en voyage à Québec ou à Montréal pour acheter ces produits-là. Fait que le local puis la place sur les tablettes devient plus compliqué. Mais pour ce qui est, par exemple, des brewpubs ou des brasseries, on le voit, on a plein de clients, même des plus âgés, qui nous disent quand je pars en vacances quelque part, j'essaie de planifier dans mon horaire, d'arrêter dans des brasseries pour manger puis pour visiter. Puis les brasseries servent d'excellents guides touristiques pour une région. Là, quand tu arrives dans une région que tu ne connais pas,
tu arrêtes dans une brasserie, ils vont te conseiller plein d'activités à faire. Puis ça, c'est un changement que j'ai remarqué aussi. Les brasseries qui offraient pratiquement personne de nourriture il y a quelques années, il y en avait juste quelques-unes qui avaient de la nourriture. Maintenant, ça nous prend de la nourriture. Nous, on se fait appeler, puis c'est la question qu'on se fait le plus poser. Est-ce que vous avez de la bouffe sur place, pas juste des grignotines? On va venir en famille, en amis, puis on veut manger en même temps qu'on va découvrir vos produits. Tu sais, moi et Sophie, on était des passionnés de bière. Dans ma famille, il y avait des gens qui sont dans la restauration, mais c'était pas un domaine qu'on envisageait. Là, nous autres, on voulait pas avoir un restaurant. On voulait vraiment avoir une brasserie pour la bière. Puis, ben, présentement, on est vraiment content d'avoir gardé un espace pour une cuisine, puis d'avoir mis ça depuis le début, parce que c'est ça qui nous attire une bonne partie de la clientèle. Puis, je pense que c'est ça qui va changer le plus dans les prochaines années. Les brasseries qui n'avaient pas de restaurant vont se rajouter un restaurant pour rendre l'expérience sur place plus complète, puis qu'il y ait encore plus de gens qui y visitent. Là. Quelle sorte de bouffe vous avez, vous autres? Ben, c'est sûr, pour là, c'est de la bouffe de pub. Là. Fait que, ça va être le fish and chip, les burgers, la poutine. On essaye d'avoir le burger végé pour avoir une option végé aussi. On va avoir de la soupe à l'oignon pendant l'hiver. L'été, on va avoir des sandwichs du jour qu'on va changer là, régulièrement. Fait on essaie d'avoir un petit menu assez varié pour que ça plaise à tout le monde. Mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau là, de certaines microbrasseries que je visite et je trouve ça vraiment cool. Ils ont des plats très raffinés, qui ont des bons chefs cuisiniers. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, mais nous autres, on n'est pas encore à ce niveau-là. Là. On garde ça très simple. Là. Comme moi, des fish and chips, je suis bien content. Je peux en manger toute la journée. Bien content avec des fish and chips. Est-ce que il y a une question que je me suis posée avec beaucoup de brasseries, puis j'écoute beaucoup des affaires là-dessus, sur le côté élastique du portefeuille du monde. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement dans le monde, comment ils dépensent de plus en plus? Est-ce que vous voyez le monde dépense moins, dépense plus? Est-ce que vous voyez un changement là-dessus? Vous avez quand même une bonne clientèle qui vient chez vous, tout ça. Mais est-ce que vous avez dû modifier votre façon de facturer le monde, de trouver des meilleures façons de soit moins cher? Parce que, comme vous savez, le malt, le houblon a descendu un peu le prix. Il y a des changements aussi quand même. Vous faites moins de canettes, ça, vous n'êtes pas si affecté que ça. Mais quand même, la restauration, le monde est de plus en plus difficile de sortir vers dans un bar. Est-ce que vous avez dû travailler un petit peu votre côté sur les prix, tout ça, les quantités, toutes ces affaires-là, ou pour l'instant, c'est correct pour l'instant? Ben, depuis le début, nous autres, on est quand même dans les moins chers de la région. Mais, tu sais, Sophie a fait des gros efforts marketing d'être plus présente dans les sites d'hébergement du coin pour que les touristes, tu sais, il y a beaucoup de touristes dans les dernières années qui ont décidé, au lieu d'aller aux États-Unis, au lieu d'aller ailleurs, justement parce que ça coûtait plus cher, ben, de voyager plus au Québec. Fait que ça, nous autres, ça a été comme un avantage. Mais depuis le début, on fait toujours un effort, nous autres, pour garder nos prix là, le plus bas qui est possible. Puis on fait affaire avec le plus de locaux possible, les fermes avoisinantes. C'est plus compliqué parce que des fois, il faut aller chercher les choses. C'est plus une grosse gestion, mais on a des produits frais qui coûtent moins cher, puis on fait tourner la roue de chez nous. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. Est-ce qu'il y a des collaborations? Ça fait longtemps que vous êtes à côté du Moulin 7, puis je gosse Moulin 7 depuis 6 ans, je pense que je gosse avec ça. Est-ce que vous avez fait des bières de mines, tu sais, parler avec des brasseurs, faire des collaborations avec des brasseries, où est-ce qu'il y a des mines, des affaires comme ça? Moi, ça fait longtemps que je le gosse avec ça. C'est cool d'avoir des collaborations avec d'autres mondes ailleurs dans le monde. Tu sais. Au Chili, il y a des compagnies de mines, Australie, des affaires comme ça. Tu sais, ça ne vous tente pas de faire des collaborations avec d'autres brasseries qui ont dans leur culturellement, puis ils ont des mines? On avait parlé, on a fait une collabo avec Moulin 7 qui s'appelle la Web Fait Tour. Dans le fond, on est allé mettre de la bière dans le puits d'une mine. On l'a laissé là pendant 1 an, puis on est retourné la pêcher. Fait que ça a été vraiment un beau trip qu'on a fait avec eux. Puis là, la gang de prospecteurs était jaloux, fait qu'ils nous ont dit c'est quand qu'on va en faire une les 3 ensemble. Fait que ça s'est parlé le coin d'un je pense que c'est une belle histoire du Québec, à travers le monde, plein de places, parce qu'il y a ça. J'ai parlé avec un brasseur au Chili, on a fait un spectacle sur le Chili, puis les autres sont côté d'une mine, eux autres, puis ils font des bières dans ce coin-là aussi, puis en Australie, j'en ai vu quelques-uns. Je trouve que c'est intéressant de toute l'industrialisation des mines dans des coins de partout dans le monde, c'est intéressant, puis vous avez tout un lien avec ça. Écoutez,
Merci encore pour votre temps. J'ai bien hâte d'aller vous voir, vous autres. J'ai plein d'autres questions, mais je pense qu'il faut aller vous voir. Nous autres, c'est sûr qu'on s'en vient chez vous pendant cette année. Puis pour le monde avant de partir, quelqu'un vous voulez parler au monde, vous voulez dire quelque chose, on va dire, by the way, come visit us. On va passer Super Bowl, bien sûr, mais est-ce quelque chose d'autre que vous voulez que le monde comprenne un petit peu de votre brasserie? On est du monde simple. On essaie de faire une brasserie authentique, vraiment locale. On essaie des nouveautés, comme justement la bière au concombre à Sophie, Annette, les poivres. On essaie des affaires différentes un peu. Ça vaut la peine de venir nous visiter parce qu'il y a plein de choses à faire dans notre région, en plus de venir prendre une bonne bière avec nous autres. Puis c'est certain que même quand c'est plein, on essaie nous autres de faire le tour des tables et d'aller jaser avec tous les clients. C'est ça qu'on trouve le fun d'être resté petit comme brasserie. Fait que si vous venez nous voir, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous, là. Puis bien sûr, il faut tout le temps en avance parce que c'est pas comme tu me disais au début, il y a beaucoup de monde qui book en plus. Hein? Oui, ben ça, on a trouvé ça triste depuis le début de l'année. Ben, c'est un beau problème, là, mais des clients réguliers qui arrivent et n'ont pas réservé, ben, on est obligé de les refuser parce que la place est pleine. Puis, on veut que ça reste une belle expérience pour tout le monde. Fait qu'on veut pas que ça soit trop jam-pack non plus. Fait que ça, on n'a pas le choix. Il faut réserver avant de venir faire un tour. Mais une fois que vous allez être sur place, là, on va prendre soin de vous autres. Ben, excellent. Ben, écoute, Mathieu, Sophie, merci beaucoup. Puis bien sûr, on va se voir dans pas long. Puis à la prochaine. Yes, merci Léo. Bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je vous ai dit, Al de la microbrasserie des Alpes est à Tête for Mine. Allez visiter, c'est une gang bien sympathique. J'ai eu la chance de parler avec eux autres quand on a fait notre visite chez Inomalt avec Enco. Si vous avez des questions, on laissera des informations sur notre site, bien sûr. Puis bien sûr, comme je disais dans l'entrevue, le Dato Tour s'en vient, puis on va aller chez eux dans cette époque-là. Ce podcast est commandité par Inomalt. Vous êtes un brasseur, vous êtes un distillateur, puis vous voulez chercher du malt québécois fait ici à la inomalt.ca pour plus d'informations. Si vous avez des questions sur Baron Mag, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, on a d'autres choses qui s'en viennent. Et on fait un spécial pour deux brasseries qui fêtent leur 15e et le 10e. Dans pas long, on annonce c'est qui. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.